Je range mon bureau numéro 54 et j'ai un sentiment croissant de vanité de tout ça. Bon, je suis pas en forme du tout, je suis même assez déprimé en ce moment pour pas mal de raisons. Mais très honnêtement, évidemment, je me demande toujours, mais je me demande de plus en plus, à quoi ça sert de lire, à quoi sert la littérature, à quoi peut servir la littérature, à quoi peuvent servir surtout, parce que la littérature, j'en doute pas tant que ça finalement, mais à quoi peuvent servir ces vidéos dans un contexte qui devient tellement difficile, tellement pénible, politiquement, idéologiquement. Comme je l'ai écrit ce matin sur mon mur Facebook, on est dans une situation où la grande menace, le grand danger pour notre pays et pour le monde entier, c'est l'urgence climatique et la sixième extinction, l'extinction de la biodiversité associée à cette catastrophe climatique, sans compter que chaque semaine apporte son lot de nouvelles désastreuses, hein, un tremblement de terre en Ardèche, et c'est tout le modèle nucléaire français dont on voit qu'il n'est pas si éloigné que ça de la catastrophe de Fukushima, etc. etc. J'ai aussi des raisons personnelles d'être un peu déprimé. Dans tout ce contexte-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on s'énerve après des histoires d'islamophobie. Est-ce qu'on a le droit de dire islamophobie? Est-ce que le danger du communautarisme, blabla? Est-ce que les mers voilées, blabla? Et c'est insupportable. À part l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité, le grand danger qui pèse sur notre pays, c'est le communautarisme blanc capitaliste qui a rassemblé 10 millions de voix aux dernières élections présidentielles, au second tour. Ça n'est pas les quelques milliers d'islamistes potentiels dans ce pays. Et ce n'est certainement pas les musulmans qui sont, pour l'immense majorité d'entre eux, démocrates, républicains et qui demandent juste à ce qu'on leur foute la paix. On voit passer des choses très surprenantes sur les réseaux sociaux, des gens soi-disant de gauche qui ont l'air finalement de se mettre totalement du côté du Rassemblement national et des pires racistes parce qu'ils ont peur de l'islam ou qu'ils ont peur des musulmans ou qu'ils sont persuadés que les musulmans ne peuvent pas être des bons Français. Enfin bref, dans ce contexte-là, on se croit vraiment revenu aux accusations d'anti-France et de mauvais Français qui visaient les Juifs dans les années 20 et les années 30. Et dans ce contexte-là, le fait que des musulmans puissent s'approprier le symbole de l'étoile jaune ne me choque pas du tout. Ça, même si c'est très maladroit, même si c'est une erreur politique ou une erreur historique, néanmoins ça témoigne bien du désarroi et de l'inquiétude dans laquelle se trouve la population musulmane. Bon, je ne voulais pas parler de tout ça autant en détail, mais enfin c'est pour expliquer pourquoi, après ça, eh bien, je suis là avec mes pauvres livres, mes pauvres chroniques, et ça n'a pas grand sens. Je vais quand même essayer de le faire. Et en commençant, en essayant de respecter la nouvelle règle, je pioche dans mes Pléiades, et je lis un extrait d'un de ces Pléiades. Et là, j'ai choisi le premier Pléiade que j'ai eu, le premier Pléiade qui m'a été offert par mes parents, j'étais très jeune. C'est le premier tome des œuvres complètes de Paul Éluard, qui était mon poète préféré. Ce n'est plus le cas, sans doute, mais je n'ai pas de poète préféré, ça n'a pas grand sens. Mais c'était mon poète préféré quand j'étais, on va dire, jeune adolescent. Et je vais vous lire le dernier poème du recueil Les yeux fertiles. Grand air. La rive les mains tremblantes descendait sous la pluie, un escalier de brume. Tu sortais toute nue, faux marbre palpitant. Teint de bon matin, trésor gardé par des bêtes immenses, qui gardaient, elles, du soleil sous leurs ailes, pour toi. Des bêtes que nous connaissions sans les voir, par-delà les murs de nos nuits, par-delà l'horizon de nos baisers. Le rire contagieux des hyènes pouvait bien ronger les vieux os des êtres qui vivent un par un. Nous jouions au soleil, à la pluie, à la mer, à n'avoir qu'un regard, qu'un ciel et qu'une mer, les nôtres. J'avais sorti le Pléiade de Paul Éluard pour faire lire le célèbre La terre est bleue comme une orange à mon fils cadet, et c'était l'occasion d'inclure ce volume dans cet épisode de Je range mon bureau. Sur mon bureau, il y a ce livre que je ne vais pas réellement ranger parce que je continue à travailler dessus. C'est dans le cadre de mon travail, de mes cours, puisque dans le cadre d'un cours de deuxième année d'anglais sur la vague romantique, The Romantic Wave, et où on brosse un petit peu le passage de l'esthétique du 18e à ce premier puis ce second romantisme, on associe aussi un certain nombre d'éléments du dark romanticism des Américains et puis du lyrisme, donc ça va jusqu'à Whitman en fait, donc c'est assez compliqué de faire tout ça. Et dans ces textes que les étudiants doivent lire et dans lesquels on doit les accompagner, il y a les textes de Washington Irving, les différents récits, et j'ai pas envie de dire récits parce que certains textes sont vraiment des essais, sont des textes non fictionnels de Washington Irving, et l'an dernier j'avais eu beaucoup de plaisir à me plonger vraiment
profondément dans Washington Irving, dans le Sketchbook of Jeffrey Crayon, puisque c'est sous ce titre-là qu'il l'a publié à l'époque. Et maintenant, on le publie, vous voyez, les Penguins le publient comme The Legend of Sleepy Hollow and Other Stories, parce qu'évidemment, Sleepy Hollow, avec Rip Van Winkle, ce sont les deux textes vraiment pour lesquels Washington Irving est connu. Et Washington Irving, je pense qu'il est très 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 sous-estimé, sous-étudié et tout simplement sous-lu en France. Mais enfin, c'est un autre sujet. Donc pour l'instant, ça reste sur le bureau. Alors on en vient vraiment au livre que je vais ranger. Celui-là qui en fait vient du bureau de l'université que j'avais ramené pour faire quelques vérifications aussi, le Dictionary of True Etymologies de Adrian Room, qui est un livre très très intéressant et dans lequel on trouve un certain nombre de déconstruction évidemment des étymologies populaires par un travail savant, et c'est très intéressant. C'est un livre un peu ancien qui date, qui n'a plus grande pertinence sans doute à l'époque où de très nombreux sites web constituent un fond linguistique et lexicographique tout à fait, comment dire, incontestable, incontournable, je ne trouve pas mes mots, mais enfin peu importe. Oui, ce livre, sa première édition, c'est 1986, et c'est la deuxième édition, celle-ci. Et donc voilà, donc ça se présente sous forme de dictionnaire, et c'est très chouette. Il y a vraiment plein de termes qui sont répertoriés dans ce livre. Donc c'est le Dictionary of True Etymologies d'Adrian Room, et c'était aux éditions Routledge, tout simplement. On en vient à des livres que j'ai vraiment lus récemment, du début à la fin, ce qui n'est pas le cas d'un dictionnaire, ce qui n'est pas le cas d'un Pléiade, et notamment d'un Pléiade de poésie, et ce qui n'est pas le cas non plus cette année du livre de Washington Irving, donc des livres que j'ai lus du début à la fin, et je commence par le premier livre que j'aurais donc lu d'Olga Tokarczuk. Et Olga Tokarczuk, je la connaissais de nom, et ça faisait quelques années que je tournais autour de ses livres, et je dois avouer que très paresseusement, j'ai attendu que lui soit décerné le prix Nobel de littérature pour m'y plonger enfin. Donc j'ai acheté plusieurs livres d'Olga Tokarczuk, et notamment celui-ci qui attend sur ma pile, Les Pérégrins. Vous voyez, je ne peux pas tricher, hein. Il y a le bandeau prix Nobel de littérature, ça prouve bien que je suis arrivé après la bataille. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, le prix Nobel sert à ça aussi. Et donc j'ai commencé, de manière là encore assez paresseuse, par son texte le plus court, publié aux éditions de la Contralée, Les Enfants Verts, et qui est un récit à la première personne, attribué à un chirurgien et botaniste écossais, William Davison, qui se trouve en Pologne. Donc ça se passe au XVIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, dans la Pologne en guerre, la Pologne envahie de toutes parts, et William Davison, qui est le médecin du roi Jean Casimir, accompagne celui-ci dans la campagne et trouve deux enfants sauvages, ou ce qui semble être deux enfants sauvages, et en fait ce très bref récit, dont on ne sait pas très bien si c'est un pastiche, si c'est un apologue, si c'est une réflexion aussi sur la philosophie et la science du XVIIe siècle, et finalement ce texte doit être les trois à la fois, pastiche, apologue et réflexion épistémologique sur l'état de la philosophie et de la science, et sur la constitution, on va dire, idéologique des pensées d'un homme de science à la fin du XVIIe siècle. C'est un texte un peu déroutant, j'attendrai quand même d'avoir lu des textes plus longs, on va dire, plus construits peut-être, plus denses, plus approfondis, pour me faire une vraie idée sur Olga Tokarczuk. Je vais vous lire un extrait de ce livre. En été, alors que la canicule de juillet battait son plein, nous apprîmes par courrier que Varsovie avait été délivrée des mains des Suédois. Aussi ai-je cru que tout allait reprendre son train habituel, que j'allais vite me rétablir et pouvoir ainsi rejoindre son Altesse royale afin de continuer à soigner sa podagre. Pour l'heure, un autre médecin avait la charge de veiller de son mieux sur la santé délabrée du monarque. Cela m'inquiétait, car ma méthode de traitement par le mercure était encore peu connue. En Pologne, le savoir médical et son exercice restent peu fiables. Les médecins ignorent tous les avancées les plus récentes en anatomie et en chimie, recourant toujours à de vieux remèdes bien plus proches de la tradition populaire que des résultats de longues et patientes recherches. En honnête homme, je dois pourtant reconnaître que même à la cour du roi Louis, la plus belle de toutes, il est rare de trouver un médecin qui ne soit pas, de facto, un charlatan inspiré par des découvertes et des analyses totalement farfelues.
Extrait, page 68-69 de ce petit récit, ce petit texte, tout à fait intéressant, hein, ça se lit en moins d'1 heure et vraiment je vous le recommande. Les enfants verts d'Olga Tokarczuk, et je n'ai pas cité le nom de la traductrice, Margot Carlier. C'est donc traduit du français par Margot Carlier et ça a été publié pour la première fois, je vais y arriver, en 2015, pardon, en polonais en 2015, et la traduction française a été publiée en 2016. J'enchaîne avec un livre que les plus attentifs suiveurs de ma chaîne YouTube reconnaîtront, car je l'ai pris dans une boîte à livres, dans la boîte à livres de Agetmo dans les Landes, et c'est dans la série des boîtes à lire. Si vous voulez regarder ça, c'est une des dernières, la 10e ou la 11e, je ne sais plus. Ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à lire, L'absolue perfection du crime de Tanguy Viel. Et Tanguy Viel, ça fait partie de cette génération des, on va dire, des écrivains de la 3e génération, peut-être des écrivains des éditions de Minuit. J'ai tourné autour de lui un petit peu, j'ai jamais vraiment eu envie d'en lire après avoir feuilleté quelques livres en librairie. Et donc là, c'était l'occasion d'en lire. C'est un livre de 180 pages, totalement dérivatif. J'ai trouvé ce livre sans aucun intérêt. Il raconte un braquage et la préparation du braquage et les conséquences du braquage. C'est raconté par l'un des braqueurs qui, après avoir purgé 7 années de prison suite à l'échec de braquage, essaie de retrouver les complices qui l'ont dénoncé ou qui l'ont trahi ou qui en tout cas ont réussi à s'en sortir et se sont ensuite cachés. Et en fait, il les élimine. Donc c'est une espèce de... Je trouve ça sans aucun intérêt, d'abord parce que moi, les parodies littéraires de films de genre qui essaient de suivre tous les éléments du genre, mais dans un style qui est volontiers ironique, distancé, etc., pour montrer que haha, c'est du roman de genre, mais je suis au-dessus de ça, je trouve ça complètement vain, complètement sans intérêt. Donc déjà, il y a cet aspect-là que je trouve totalement sans intérêt. Et puis je trouve l'écriture également sans intérêt, à savoir que c'est un petit peu... c'est du sous-Echenoz quand Echenoz fait déjà du sous-robe grillée. Et je ne dis pas que Echenoz fait toujours du sous-robe grillée, mais il y a eu une petite tendance comme ça chez Jean Echenoz à faire de la parodie de littérature de genre, alors de manière très habile, très intelligente, ce qui n'est pas forcément le cas de ce livre-là, qui n'est pas très intelligent. Bon, pour ces raisons-là, je l'ai lu en entier, mais je ne vous cacherai pas, parce que je suis entièrement honnête, ça fait 180 pages, et je l'ai lu hier soir en 1 heure, ça veut dire que je l'ai lu très en diagonale. Il y a vraiment des pages que j'ai lues, des chapitres que j'ai lus en entier, attentivement, et puis d'autres passages que j'ai lus totalement en diagonale, parce que j'ai très vite compris comment ça fonctionnait, j'ai très vite compris quelle était l'esthétique, quel était le fonctionnement narratif, et donc à partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait, ça ne m'intéressait plus beaucoup, donc j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout pour voir comment ça se dénouait, d'un point de vue esthétique. Bon, je n'ai pas été déçu dans ma déception, on va dire. Voilà, Tanguy Viel qui repartira dans une boîte à livres d'ici peu. Un livre en anglais, c'est ce que l'on pourrait appeler un composite novel, c'est un concept qui a été forgé par la critique anglophone, le composite novel, c'est-à-dire un cycle de nouvelles, c'est-à-dire des livres, c'est des romans composites, c'est-à-dire des romans qui sont constitués d'un certain nombre de textes brefs, on pourrait dire des nouvelles, mais ces nouvelles sont liées entre elles, et là elles sont liées entre elles par un principe, on va dire esthétique et narratif, qui est que tous les narrateurs sont des animaux. Et au-delà de ça, tous les narrateurs sont des animaux, mais surtout, tous ces animaux racontent une histoire qui croise des moments de la grande histoire humaine. C'est un regard à chaque fois narrativisé animal sur des événements humains. Donc l'autrice Ceridwen Dovey est une Australienne, je crois, j'ai un doute en le disant, oui, et elle a publié ce livre il y a quelques années, je vais vérifier, en 2014, voilà, chez Atlantic Books, et c'était son 2e livre. Elle avait publié Bloodkin quelques années plus tôt, et je ne connais d'elle que ce livre, donc Only the Animals, que je viens de lire. Et donc Only the Animals, c'est une série de 10 nouvelles, je ne veux pas dire de bêtises, voilà, de 10 nouvelles, qui sont reliées entre elles en quelque sorte par ce principe narratif et historique, et chaque nouvelle est précédée d'un dessin représentant une constellation, et la constellation représente à chaque fois l'animal qui se trouve être le narrateur. Alors qui sont ces narrateurs? Le premier narrateur, alors, pour vous donner les 10 espèces qui
porte des narrateurs de première personne ou des narratrices de première personne, un chameau, un chat, un chimpanzé, un chien, une moule, une tortue terrestre, très important, c'est le meilleur chapitre je trouve, un éléphant, un ours, ça c'est le chapitre que, je sais pas, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas lu au bon moment, le chapitre sur les ours, c'est sur le zoo de Sarajevo, et donc c'est un ours qui meurt pendant la guerre civile en Bosnie. C'est le chapitre qui m'a vraiment le moins parlé. Le 9e chapitre, c'est un dauphin, et enfin ça se termine avec un perroquet. Voilà, un perroquet qui meurt au Liban. Et donc, à chaque fois, ça croise des éléments de l'histoire humaine, dans l'ordre chronologique d'ailleurs, puisque chaque chapitre porte un titre, un sous-titre et une date, qui est la date de sa mort. Donc ce sont à chaque fois des narrateurs animaux qui racontent leur propre mort, qui racontent le contexte historique humain et donc animalier aussi de leur mort. Par exemple, The Bones, Soul of Camel, died 1892 Australia, donc les os, âme d'un chameau, âme d'un chameau, mort en 1892 en Australie. Et donc ça continue 1915, etc. Par exemple, le chat, c'est un des chats de Colette qui se trouve avoir été isolé au front, s'être retrouvé perdu sur le front en 1915 et être mort d'ailleurs là-bas en tentant de s'en échapper pour rejoindre Colette. Alors il y a un très grand nombre comme ça de références à la littérature, à l'histoire. Je n'ai pas tout vérifié parce que je pense que l'objectif du livre n'est pas de tout vérifier. Si un jour j'écris, si j'écrivais, parce que je pense que c'est plus un irréel qu'un potentiel, si un jour j'écrivais un article de recherche sur ce livre-là, évidemment, je devrais m'appuyer, en quelque sorte, m'envoyer un certain nombre de vérifications factuelles. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai fait très à la marge, je l'ai fait notamment pour la fameuse tortue terrestre, parce que c'est le chapitre qui m'a le plus intéressé, mais c'est aussi le chapitre qui est le plus improbable. Tout ça pour dire en tout cas que ça croise l'histoire, la grande histoire humaine, mais aussi l'histoire littéraire. Ainsi, et ça c'est pas très original, le fait de choisir comme chat le chat de Colette. Bon, enfin Colette et les chats, c'est un peu le cliché absolu. Bon. Donc c'est un peu toute cette idée-là, et donc moi j'ai lu ce livre en me disant, ben tiens, c'est quand même très intéressant de voir, c'est loin d'être le premier texte, ou les premiers textes que je lis, dans lesquels il y a des narrateurs animaux. Le tigre de Narayan, Flush de Virginia Woolf, on peut en citer de nombreux, il y a Soseki, bon, il y a Patrice Nganang, hein, on ne peut pas oublier tant de chiens de Patrice Nganang. Voilà, donc il y a de nombreux textes qui tournent autour de ce principe narratif-là. Donc c'était ça qui m'intéressait un peu. Et puis c'était fait apparemment, l'article que j'ai lu qui m'a donné envie d'acheter ce livre et de le lire, disait que c'était fait d'une manière qui était antispéciste. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que ce qui m'a profondément déçu dans ce livre-là, c'est qu'il est très conventionnel littérairement et stylistiquement, et il est surtout très conventionnel d'un point de vue narratologique. À savoir que finalement, tous ces animaux sont présentés ou déclarés comme intéressants parce qu'ils racontent une histoire qui croise l'histoire humaine, parce qu'il y a une forme d'identification humaine possible, et donc tout lecteur qui lit ces livres-là n'est pas réellement appelé à se distancer de son humanité, n'est pas appelé à épouser une position antispéciste au sens fort, et donc finalement l'anthropomorphisme règne partout dans le livre, et il n'y a pas vraiment de positionnement distancé par rapport à cette question de l'anthropomorphisme. Donc pour ces raisons-là, le livre m'a un peu déçu. Alors je disais que j'ai beaucoup aimé le chapitre, qui est d'ailleurs le chapitre le plus long, sur Plaute, ou Plautus, mais c'est Plaute, hein, c'est le dramaturge latin, c'est le nom de la tortue terrestre. Alors cette tortue terrestre, apparemment, en tout cas dans ce livre-là, et je pense que là c'est totalement une fictionnalisation, était la tortue de Tolstoï, ou plus exactement de la fille de Tolstoï. Elle est transmise ensuite par la fille de Tolstoï, alors emprisonnée par les bolcheviks. Elle est transmise à Virginia Woolf, qui la garde jusqu'à son suicide. Ensuite, Virginia Woolf la lègue par testament à George Orwell. Et elle passe également entre les mains de Tom Stoppard, avant de finir par être l'une des premières tortues envoyées dans l'espace, et elle meurt dans l'espace. Bon, tout ça est un peu curieux, et je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre tortue qui ait appartenu à une chaîne de célébrités littéraires aussi importante, et qui ait eu en plus cette importance historique d'être une des premières tortues envoyées dans l'espace. Tout ça est à vérifier, si ça se trouve c'est vrai, mais ça me paraît étonnant justement qu'on ne le sache pas, mais enfin tout est possible. Il faudra que je me replonge quand même dans cette histoire de Virginia Woolf, parce que vraiment il y a beaucoup d'éléments factuels, et apparemment Virginia Woolf aurait vraiment eu une tortue à laquelle elle était très attachée, donc il faudrait revérifier tout
ça. Donc voilà, donc c'est un livre qui est un peu décevant, enfin, c'est un livre qui est très audacieux, qui est très ambitieux, qui est très intéressant à lire. Il y a beaucoup de choses qui donnent à réfléchir, mais qui, moi, m'a laissé un peu sur ma faim pour des raisons en fait stylistiques. Il ne va pas au bout de son ambition, il reste un peu en dedans, il reste finalement étonnamment lisible, étonnamment classique, étonnamment conventionnel dans son approche de la question animale. J'en parle vraiment trop longtemps, il faudrait quand même que j'en lise un exemple. J'en lise un extrait, pardon, je ne sais pas ce que je raconte. Je vais vous lire un extrait, le tout début en fait, enfin presque le tout début, du chapitre de la tortue. Là, la tortue raconte comment elle a été appelée Plaute par un serviteur de la propriété de Tolstoï. Quite early on, he became obsessed with the ancient Greeks and Romans. One of his recurring delusions was that he was the original hermit owned by the Roman Emperor Adrian. It was at this time that he named me Plautus the Tortoise after the comic playwright, who valued imagination and the fantastic above anything he could scavenge from real life. Oleg built himself a lyre, thankfully using an old tortoise shell that he found in the garden, and liked to pretend he was Orpheus, entrancing me, the wild beast, with the sweetness of his playing. In this role, I was expected to sway on my 4 feet and close my eyes. He was won over by the scholars who argued that the famous ancient Greek storyteller Aesop was in fact an Ethiopian slave whose fables about animals were adaptations of tales from African oral traditions and were intended as disguised moral kicks in the teeth of his owners. Oleg would put coal dust on his face and shorten his tunic so that it looked a bit Greek, and sitting beside the fire he would orate Aesop's tales about me, the tortoise, throwing his shadow dramatically with sweeps of his arms. In this way I learned that I was given a shell because one of my ancestors couldn't be bothered going to Zeus's wedding supper and had a night at home instead, so Zeus punished him by forcing him to carry his home on his back forevermore. And that eagles like to drop tortoises from great heights, then eat our exposed flesh, because one of my less cautious ancient ancestors insisted that the eagle teach him to fly. C'est juste pour vous montrer justement par cet extrait, c'est peut-être pas l'extrait le mieux choisi parce que c'est pas ce que je préfère dans le livre, mais enfin peu importe, comment il y a cette espèce de concaténation de toute l'histoire finalement de la culture humaine autour des animaux, les mythes, les mythologies, la transmission des mythes d'une culture à une autre, et ici donc par le nom même de la tortue, du passage de la culture gréco-romaine à la Russie du début du XXe siècle, enfin voilà, donc tout cet aspect-là, via qui? Via Plaute et surtout via Ésope en fait, et les fables d'Ésope. Voilà pour Cerridwen Dovey, Only the Animals. C'est d'ailleurs assez amusant qu'elle s'appelle Dovey, parce que Dovey ça veut dire pigeonnant ou pigeonnesque, je ne sais pas comment on dirait. Dovey c'est la colombe, et donc ici Cerridwen Dovey, son nom même est un nom animal puisque ça la rapproche de la colombe. Enfin je ne crois pas que ça soit un pseudonyme. Ariadna Castellarno, prononciation non contractuelle, un texte qui là aussi peut être considéré comme un roman composite. Brûlé, c'est un texte apocalyptique ou post-apocalyptique, un moment de l'humanité où l'humanité décide de tout brûler, ou apparemment presque simultanément. Il semblerait que dans de nombreux villages isolés les uns des autres, où les ressources viennent à manquer, où tout le monde a l'air de comprendre que c'est la fin du monde, tout le monde décide en fait d'accélérer peut-être la fin en brûlant tous les biens matériels, toutes les possessions, tout ce qu'il y a dans les maisons, et même les maisons elles-mêmes. C'est publié aux éditions de l'Ogre, et la traduction est de Guillaume Contré, et donc voilà, ça a été publié en 2015 en espagnol, et la traduction pour les éditions de l'Ogre date de 2018, elle est de Guillaume Contré, qui est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, car il est l'auteur d'un roman très bien, Discernement, aux éditions Louise Bottu. Et d'ailleurs, Guillaume Contré vient juste de faire paraître le texte original de ce livre, Discernement, parce qu'il l'avait d'abord écrit en espagnol. Bon, ça c'est une parenthèse, on en reparlera à l'occasion, je pense. Et donc voilà, donc Ariadna Castellarno, c'est une écrivaine catalane apparemment qui a vécu une dizaine d'années à Buenos Aires, et Guillaume Contré traduit principalement des auteurs argentins ou des auteurs latino-américains à coup sûr, mais notamment des auteurs qui ont un rapport, on va dire, avec l'Argentine. Et donc c'est un texte apocalyptique, je ne sais pas très bien quoi en penser, disais-je, et effectivement je l'ai lu avec plaisir, c'est visiblement très bien écrit, mais je ne sais pas comment relier en fait les histoires les unes aux autres, ou alors plus exactement je pense que la longue dernière nouvelle, ou le long dernier récit de cette jeune fille
qui vit seul avec l'amant de sa défunte mère, le Gallois, il s'appelle le Gallois, et qui finit, en fait c'est elle qui finit par le convaincre de tout brûler. Il se pourrait que cette jeune fille soit à l'origine en fait de cette espèce de décision générale apparemment spontanée et curieuse de tout brûler. Peut-être que c'est elle qui a été à l'origine d'une espèce de mouvement sectaire comme ça, consistant à tout faire cramer. Donc je ne sais pas bien, enfin, j'ai peut-être pas lu très attentivement, mais je ne sais pas bien. En tout cas c'est un livre intéressant. Je vais vous en lire un extrait, ça m'évitera de dégoiser à côté de la plaque. Extrait justement du dernier récit. À la maison, nous avions beaucoup de livres. Le Gallois avait acheté tous les meubles de l'auberge lors d'une liquidation. Les livres faisaient partie du lot. Ma mère en faisait des montagnes. Elle grimpait sur la cime et se laissait ensuite glisser sur un toboggan de feuilles de papier Bible et de couvertures reliées en cuir. Lorsqu'elle en avait marre, je ramassais les livres par terre, leur enlevais la poussière et les traces de chaussures de l'idiote et les lisais sans sauter une seule page. J'appris beaucoup de choses que j'oubliais ensuite. Même si au fond il reste toujours quelque chose, une mince structure de connaissances qui nous soulève quelques centimètres au-dessus de la barbarie, qui nous protège, qui nous cloître à une courte distance de l'horreur. Nos hôtes voulaient faire une excursion dans la forêt jusqu'au glacier. Pendant la saison estivale, quand le village se remplissait de touristes, le Gallois proposait de les emmener voir les divers points intéressants de l'île. Le glacier était le plus spectaculaire. Une langue de neige vierge tombant à pic sur l'extrémité nord du lac, dans une zone d'accès difficile. Mais rien n'était impossible pour le Gallois. Voilà, c'était un extrait de Brûlé d'Arianna Castellano, édition de Log, traduction Guillaume Contré. Avant-dernier livre, celui-là il est vraiment ancien, c'est une édition des œuvres poétiques de Thomson, le grand poète James Thomson, le poète du XVIIIe siècle, très oublié aujourd'hui ou qui n'a jamais été vraiment entièrement connu ou apprécié ou lu en France. Et moi j'aime beaucoup, il est notamment connu pour un très long poème qui s'appelle les Saisons, mais il est aussi connu pour un autre poème qui s'appelle The Castle of Indolence, qui est d'ailleurs versifié en neuvain spencerien, ce qui témoigne, enfin ce qui déjà moi m'intéresse. Bon, peu importe. Les Saisons, c'est un long poème composé de 4 chants, correspondant aux 4 saisons, commençant par le printemps et s'achevant par l'hiver. Et ça fait environ 6 ou 7 000 vers en tout. C'est composé en vers blanc, c'est-à-dire en pentamètre iambique non rimé, c'est-à-dire le vers blanc en anglais c'est quelque chose de très 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 formalisé, ce n'est pas du tout le vers libre, hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est le pentamètre iambique non rimé, c'est le vers de la totalité des pièces de Shakespeare. Je vais vous lire, parce que je me suis lu ça pour essayer de me consoler, ou pour essayer de me remettre à l'ouvrage, pour essayer de me dire que mon moment de monotonie, morosité, mélancolie finirait par passer. Et donc je me suis lu ça, et je vais vous lire ça. C'est vers la fin de l'automne. James Thomson, Autumn. Oh, knew he but his happiness, of men the happiest he, who far from public rage, deep in the vale, with a choice few retired, drinks the pure pleasures of the rural life. What though the dome be wanting, whose proud gate each morning vomits out the sneaking crowd of flatterers false and in their turn abused? Vile intercourse! What though the glittering robe of every hue reflected light can give, or floating loose or stiff with massy gold, the pride and gaze of fools oppress him not? What though, from utmost land and sea pervade, for him each rarer tributary life bleeds not, and his insatiate table heaps with luxury and death? What though his bowl flames not with costly juice, nor sunken beds oft of gay care he tosses out the night, or melts the thoughtless hours in idle state? What though he knows not those fantastic joys that still amuse the wanton, still deceive a face of pleasure but a heart of pain, their hollow moments undelighted all? Sure peace is his, a solid life, strange to disappointment and fallacious hope, rich in content, in nature's bounty rich in herbs and fruits,
What evergreens the spring when heaven descends in showers or bends the bow when summer reddens, and when autumn beams, or in the wintry glebe whatever lies, concealed and fattens with the richest sap. These are not wanting, nor the milky dove, luxuriant spread o'er all the lowing vale, nor bleating mountains, nor the chide of streams and hum of bees inviting sleep sincere into the guiltless breast beneath the shade, or thrown at large amid the fragrant hay, nor halt besides of prospect grove or song, dim grottos, gleaming lakes, and fountain clear. Here too dwells simple truth, plain innocence, unsullied beauty, sound and broken youth, patient of labour, with a little pleased, health ever blooming, unambitious toil, calm contemplation and poetic ease. Voilà, ben ça sera mon manifeste pour essayer de me consoler, d'essayer de me faire tenir à travers cette nouvelle saison froide et ces embûches, et ces conflits, et ces polémiques, et ces douleurs, parce que le monde est douloureux. La poésie comme soutien, comme appui, ça paraît très très solennel et très gnangnan peut-être, et tout ça, mais je le pense fondamentalement quand même. Je termine finalement en miroir à l'incendie généralisé de Brûlé dont je parlais avant, eh bien un livre très très curieux que m'a envoyé son auteur, Emmanuel Pinger, Avant de geler. Emmanuel Pinger, vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous ai parlé de Tulip Blues qui vient de paraître aux éditions Louise Bottu. Et donc c'est un roman d'Emmanuel Pinger. Et celui-ci, Avant de geler, il a été publié aux éditions Élie Sélas, ça ne s'invente pas, référence à De Funès bien sûr, enfin La Grande Vadrouille. Il a été publié aux éditions Élie Sélas en 2014 et c'est une histoire, c'est irracontable, hein. Je sais que je dis ça, parfois une fois je l'avais même mis au début de la vidéo, je crois que c'est la vidéo numéro 52 pour laquelle j'avais fait un cut où je répétais 5 fois, ou plus exactement j'ai coupé de manière à montrer 5 fois le moment où je disais c'est irracontable. Je sais que je dis souvent ça, mais là c'est vrai, c'est vraiment irracontable. C'est complètement barré, c'est complètement loufoque, ça part un peu dans tous les sens en apparence, et en fait ça suit une ligne vraiment droite. Je pense que quand même pour commencer par lire un livre d'Emmanuel Pinger, je recommanderais Tulip Blues de Louise Bottu. Je pense en plus qu'il est plus facile de se le procurer. Je vais lire un extrait de Avant de geler pour vous donner un peu une idée de cette écriture. C'est le chapitre 18. C'est bientôt l'heure d'avoir froid. Demandez à la vieille du XXIe siècle. Elle doit savoir. Madame, qu'avez-vous fait depuis la mort des idéologies? J'ai dormi principalement et j'ai tué. Ils sont encore venus frapper à ma porte. J'ai dit que j'étais occupé. À quoi? Ça ne vous regarde pas. Viens au grand sacrifice, ils insistent. Ça parle de toi. Tu n'es pas en train d'écrire, j'espère. En 2035, on sera subventionné pour parler à ses voisins. Un voisin en trompe-l'œil, des paroles qui montent et descendent les escaliers. Le genre humain n'est plus mon genre. Le règne animal plus mon chez-moi. Il faut enjamber la petite rivière de verre si vous voulez rejoindre l'autre côté du cimetière. Je ne sais pas si les avocats ont compris que quand ils rentreront de vacances, ils ne trouveront pas la maison. Tu attends quoi? Rien. C'est long. Ça demande que tout passe, que tout est passé. Frère Joyce ne supporte pas grand-chose, il n'a de joyeux que le nom. Dans les faits, il est plutôt chagrin. Attends que tout disparaisse. Qui me dit que tout disparaîtra? Le non-son des choses. Étouffe en silence. Sourcille en souffrant si tu veux, mais souffre en silence. Ce sera brûlant de tout, tu n'auras pas le choix. J'aurais mieux fait de ne pas me lever, au moins je n'y aurais pas cru. Fin de quoi, ça n'a pas commencé. Comment c'est? Ça se sait que c'est comme ça, il faut du blanc. Le néant nous aime beaucoup, mais il aime à se donner au début, uniquement par petites bouchées. Voilà, je vous ai lu le dernier chapitre du livre, sachant que le livre est constitué de ce récit très curieux de quelqu'un qui semble être prisonnier d'un monastère, avec des distorsions temporelles, des distorsions spatiales, un côté kafkaïen, mais kafkaïen, comment le dire, modifié,
par de l'humour noir, et par un humour noir désabusé et entièrement ludique. Donc de ce point de vue-là, plus du tout kafkaïen. Et ce dernier chapitre, je vous dis c'est le dernier chapitre, mais vous voyez peut-être qu'il y a quand même encore pas mal de pages, ce dernier chapitre est suivi de 24 autres chapitres numérotés en chiffres romains, qui sont très courts et qui sont à chaque fois très curieux. Prélude des pics vers spatiaux, Ode au canard non encore circoncis, danse frénétique des vers solitaires. Oui, j'avais prévu de vous lire ça aussi. La danse frénétique des vers solitaires, c'est très très chouette. Je vous le montre juste comme ça. Si vous voulez, vous faites arrêt sur image et vous lisez ça et vous allez être étonné quand même. Voilà, donc 18 plus 24 chapitres. Ça s'appelle Avant de geler. C'est d'Emmanuel Pinger et c'est aux éditions Hélicelas. On a parlé d'animaux, on a parlé d'humains, on a parlé de mélancolie, on a parlé de poésie, on a parlé de consolation, on a parlé de beaucoup de choses. Enfin, j'ai parlé de beaucoup de choses et je vais devoir faire un montage, mais c'est pas grave. Je vais survivre à ça, c'est pas grave. Allez, à la prochaine.